J'avais rendez-vous avec un homme qui m'a demandé qui étaient les grands associés de mon cabinet. Bon, ce à quoi je lui ai répondu que voilà, c'était pas parce que j'étais une femme et peut-être un peu trop jeune à ses yeux que je n'étais pas associée à égalité avec les autres associés du cabinet. Mais voilà, pour lui, c'était forcément, il y avait quelqu'un d'autre au-dessus de moi. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Karine, merci d'être là. Je suis vraiment super contente de t'accueillir dans ce podcast. Alors pour l'audience, nous nous connaissons depuis l'enfance, donc ça fait un petit moment et du coup nous allons nous tutoyer et je me permets de m'abstenir d'employer ton titre honorifique de maître auquel tu as le droit en tant que commissaire de justice. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nouveau nom de la profession d'huissier de justice. Tu es associé de ta propre étude depuis 2020. Avant cela, tu as exercé en banque et en études en tant que gestionnaire et huissier salarié, qui est un titre un peu à part de la profession. Et je me disais, j'ai beau te connaître depuis longtemps, je crois que d'une certaine façon, je continue d'associer le métier de commissaire de justice aux hommes. De par la nature de la profession et surtout par les représentations que nous en avons. Du coup, je trouvais tout particulièrement intéressant de t'entendre sur le sujet du pouvoir au féminin pour avoir ta vision, au travers de ton parcours et de l'exercice de ta fonction, tant en tant que commissaire de justice que chef d'entreprise puisque tu es associé. Nous échangerons aussi sur ton rapport à la maternité en lien avec tes choix professionnels, parce que lors de la création du podcast, alors que je pensais ne pas forcément traiter le sujet, tu m'as dit « Je ne me vois pas ne pas en parler ». Et donc, nous en parlerons. Et donc, première question, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de participer à ce podcast ? Alors, je dirais que je suis pas féministe dans l'âme, donc c'est pas un sujet auquel je réfléchis couramment. Mais c'est vrai que quand tu m'as parlé de ce podcast, tout de suite, ça m'a interpellée, ça a fait écho en moi. Et je pense que c'est l'angle professionnel qui m'a intéressée pour pouvoir aborder ce sujet. Donc, je suis ravie d'être là. L'angle professionnel, c'est-à-dire ? Et le fait d'aborder le pouvoir en lien avec la fonction professionnelle, le statut de chef d'entreprise et par mon métier. Et du coup, justement, par rapport à ça, je me demandais, pour toi, c'est quoi le rapport au pouvoir dans le métier de commissaire de justice ? Alors, c'est un métier dans lequel on exerce un certain pouvoir, puisque c'est en fait l'État qui nous délègue une partie de son pouvoir étatique, puisque c'est celui d'exécuter les décisions de justice de l'État français. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même un certain pouvoir sur les procédures qu'on exerce, puisque on a un rapport de force, entre guillemets, parce qu'on peut rentrer chez les gens, on peut faire des procédures un petit peu fortes. Donc, c'est pour ça que c'est pour moi un métier qui est souvent associé à une certaine forme de pouvoir. Le métier d'huissier, je me suis renseignée un peu, il est ouvert aux femmes depuis 1948. Et en 2021, 70% des diplômées étaient des femmes. Elles étaient 65% en 2019. Donc, on peut dire que le métier se féminise d'une certaine façon, en tout cas au niveau des diplômés. Selon toi, ce métier, au vu de ce que tu dis, est-ce qu'il est réellement ouvert aux femmes aujourd'hui ? Alors oui, moi je dirais qu'il est ouvert aux femmes aujourd'hui. Il y a effectivement plus de femmes qui y accèdent de par les études, parce qu'elles sont de plus en plus longues et que les femmes font des études plus longues en général. Après, j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais quand même qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont associés et que finalement, il y a encore beaucoup de femmes qui sont titulaires de l'examen qui ne sont pas associées, c'est-à-dire qui vont finalement faire autre chose ou qui vont rester salariées. Et puis après, on a toujours l'image, par exemple, moi je suis toujours effarée de voir que à chaque fois qu'un huissier est médiatisé, par exemple, c'est-à-dire dans toutes les émissions télé, à chaque fois qu'un huissier intervient sur un plateau télé, c'est toujours un homme. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais vu une femme. Le fait que ce soit qu'un homme, c'est une question, du coup, le fait qu'il n'y ait que des associés hommes, et du coup, ça s'explique, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent le fait que ce sont que des hommes à la télé ? Je sais pas, parce que moi, j'ai jamais été personnellement
invitée à faire ce genre de choses. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu des confrères m'expliquer que dans leur étude, quand ils avaient été mandatés pour travailler sur des événements médiatisés, on leur avait demandé à ce que la personne qui soit mise en avant soit l'associé homme de l'étude. Après, dans les films et les téléfilms, tu peux voir que c'est exactement pareil. Ce n'est jamais une femme. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ton métier ? Je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à se positionner, en fait, par rapport à toutes ces problématiques entre la fonction qu'on exerce, les difficultés qu'on peut avoir face aux gens, toutes ces choses qui font que c'est parfois compliqué d'arriver à se positionner en fonction de la situation qu'on a en face de nous qui peut être parfois dans notre métier difficile. T'as des exemples ? Je sais pas, par exemple, quand on se retrouve, moi, quand je me retrouve un matin obligée de procéder à l'expulsion de quelqu'un dont la situation va me faire penser à ma propre vie personnelle, par exemple. Enfin, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a des problématiques. Je trouve que c'est difficile. C'est aussi difficile de se positionner justement par rapport à ce pouvoir qu'on a entre les mains, dont on parlait au départ, d'arriver à trouver un bon positionnement, et aussi en tant que femme, parce que c'est pas toujours facile d'arriver à se positionner face, soit à un homme qui va avoir du mal à ce qu'une femme exerce cette profession face à lui, ou alors à l'inverse une femme qui, du coup, dans laquelle on va un peu se retrouver. Je trouve que c'est ça qui est difficile. J'imagine que quand tu as choisi cette profession, tu savais que ce n'était pas forcément toujours évident. Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisie ? Alors moi, j'ai choisi cette profession déjà parce que j'ai étudié en faisant des stages pas mal de professions juridiques et que c'est finalement celle dans laquelle je me suis le plus éclatée. Et après, parce que justement, j'aime aussi ce côté difficulté à gérer. Je trouve que c'est intéressant d'avoir toujours un peu du challenge, parce qu'il faut quand même arriver à se positionner sur chaque situation qui est différente. Et parce que je trouve que le rapport un peu difficile qu'on peut avoir avec les gens et les situations qu'on a face à nous, c'est intéressant de savoir les gérer, justement. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Et le faire aussi d'une façon, on va dire, un peu humaine et un peu douce. Et je trouve que c'est un sacré challenge d'arriver à le faire quand on doit faire ce qu'on fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on n'associe pas forcément l'humanité aux huissiers, comme ça, naturellement, quand on n'est pas dans le métier. Du coup, c'est quoi agir de façon humaine et douce dans ton métier par rapport à ce que tu dis ? Justement, je trouve ça très dommage que les gens ne voient pas le côté humanité dans notre métier. Parce que pour moi, c'est finalement un des métiers les plus dans l'humain et dans le social, en fait. Parce que finalement, c'est nous qui sommes confrontés aux situations les plus délicates. Et parce que on fait quand même du social, c'est-à-dire qu'on est parfois le dernier lien qu'ont certaines personnes avec la société. On peut être parfois face à des situations qu'il faut gérer. Au niveau humain, on va se retrouver face à des gens qui ont vraiment besoin d'aide humaine et qui. Alors après, il y a peut-être deux façons de faire le métier. Il y a peut-être celui qui va pas regarder, qui va faire ce qu'il a à faire et qui va partir sans se poser de questions et sans avoir de sentiments. Peut-être, pour moi, c'est pas possible. Donc, je trouve vraiment qu'il y a un côté vraiment social dans notre métier. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et le faire, quand je dois faire... j'utilise toujours l'exemple de l'expulsion parce que c'est vraiment la procédure la plus compliquée pour nous, humainement. Et parce que moi, j'en fais beaucoup avec mon associé. Quand j'arrive à le faire, mais à faire en sorte que ce soit un tout petit peu moins difficile pour les personnes que j'ai en face de moi, pour arriver à leur trouver peut-être une solution, quelque chose, et arriver aussi à discuter et à leur expliquer qu'il y a peut-être d'autres perspectives pour elles derrière et que plus tard je les revois, ça m'arrive, et qu'elles me disent vous aviez raison, j'ai réussi à rebondir. Moi je trouve ça génial, en fait. Est-ce que tu te souviens du jour où tu es devenue associée ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous le raconter ? Alors moi, c'est un peu particulier le jour où je suis devenue associée, parce que c'est tombé dans une période particulière. On était en plein confinement. Du coup, déjà, je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'en fait,
Il faut savoir que nous, pour devenir associé, on doit déposer un dossier à la chancellerie qui est étudié pendant longtemps. Et un jour, un arrêté tombe. Et à partir de ce jour-là, une fois qu'il est publié au journal officiel, on est officiellement associé. Donc en fait, un matin, on se réveille et on apprend que l'arrêté est tombé et que ça y est, on est associé. Donc c'est déjà un peu particulier comme entrée dans l'association. Et en plus, voilà, moi, c'était en plein confinement, donc on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que tout allait être arrêté. C'était un peu le désert, c'est-à-dire que l'étude fonctionnait, mais pas vraiment, puisque les salariés n'étaient pas là. Donc du coup, moi, je suis devenue chef d'entreprise, d'une entreprise qui était un peu en stand-by, avec des salariés qui étaient absents. Donc c'était un peu particulier. Et puis on a aussi normalement une prestation de serment, quelque chose qui est un peu sympa, officiel, en grande pompe, etc. Et que du coup je n'ai pas eu puisque ça ne se faisait pas à l'époque, puisque tout le monde était chez soi. Donc oui, je m'en souviens très bien. C'était très particulier, mais j'avais aussi, c'était une grande fierté et c'était un beau moment, vraiment, que j'avais attendu longtemps et qui était un aboutissement. Ça a changé quoi pour toi ? Ça change complètement la façon d'exercer le métier puisqu'on est à son compte. Donc, du coup, on devient, en même temps qu'on cuissier, on devient chef d'entreprise. Donc, du coup, on fait quand même... Pour moi, on a deux facettes complètement différentes puisqu'on continue, nous, avec notre métier, à gérer des dossiers, aller sur le terrain, mais on a tout le côté administratif, gestion du personnel. Donc, ça n'a rien à voir en tant que positionnement par rapport aux équipes, par rapport au métier. Et puis après, oui, ça a aussi des inconvénients. Ça met beaucoup de responsabilités sur les épaules. On voit les choses complètement différemment. On est du coup impliqué, j'ai envie de dire, 365 jours par an, 24 heures sur 24. On a une charge mentale qui est quand même assez importante puisqu'on, en plus de gérer tout le reste, on gère quand même une entreprise. Et puis après, il y a des côtés positifs. On a un rythme qui est complètement différent puisqu'on est son propre patron. Et après, moi, c'est vraiment une fonction qui me correspond et dans laquelle je me sens vraiment à l'aise. Donc, ça a changé le fait que, oui, je pense que je me sens mieux que quand j'étais salariée. Mais ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun. En quoi tu te sens mieux ? Parce que j'ai l'impression d'être plus à ma place. C'est quelque chose qui me correspondait plus, en fait. Je me sens, on va dire, bien dans mes baskets là où je suis et ça me convient. Je pense pas que ça convienne à tout le monde, mais moi, ça me convient. Tu parles beaucoup d'être chef d'entreprise, qu'en effet, comme tu es associé de ton étude, tu es chef d'entreprise. Ça veut dire quoi pour toi être chef d'entreprise ? Et c'est quoi les compétences que tu y associes ? Alors, être chef d'entreprise, ça veut dire que c'est toi qui mènes ton propre bateau, on va dire. Tu as la responsabilité de l'entreprise dans laquelle tu travailles et dans laquelle tu fais travailler des gens. C'est un peu un troisième bébé pour moi, entre guillemets. Après, les compétences, je pense qu'il faut avoir quand même une sacrée énergie, je pense, parce que ça prend quand même de l'énergie. Après, il faut forcément des compétences managériales, un petit peu, même si nous, c'est pas ce qu'on nous apprend vraiment à l'école. Et puis après, il faut une capacité d'adaptation, parce que du coup, on est un peu multitâche. On se retrouve à gérer un peu des choses complètement différentes. Du coup, dans tes différents choix de parcours, quels ont été pour toi les choix prégnants finalement qui font que tu es là aujourd'hui ? En fait, moi, ça a toujours été un souhait de devenir chef d'entreprise. Okay. Depuis très très longtemps. Je voulais un métier qui me permette de pouvoir devenir chef d'entreprise. Et j'étais intéressée par le droit, vraiment, c'est quelque chose qui m'habitait vraiment, le droit. Mais je voulais choisir une profession, alors que ce soit avocat, huissier, mandataire judiciaire, mais quelque chose qui puisse me permettre un jour d'avoir ma propre structure. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le métier d'huissier, parce que ça me permettait ça m'ouvrait la possibilité un jour d'être associée et d'avoir ma propre entreprise. Et dans ce parcours-là, parce que tu disais au début qu'il y avait beaucoup de diplômés huissiers, pas forcément beaucoup associés, pour devenir associé, comment ça s'est passé pour toi ? Alors moi, ça s'est passé de façon assez facile finalement. Alors pas tout de suite parce que moi j'ai fait le choix de pas chercher à m'associer tout de suite, parce que je trouve, en tout cas moi personnellement, qu'on n'a pas forcément la maturité et le recul nécessaire quand on a notre examen pour être justement chef d'entreprise.
Moi, je préférais prendre le temps d'être d'abord salariée, d'apprendre à faire le métier avant de chercher à m'associer. Donc, j'ai mis longtemps. J'ai mis, je pense, presque 15 ans avant de chercher à m'associer. Et en fait, quand j'ai eu cette envie-là, parce que j'étais effectivement partie en banque et que même si ça me plaisait énormément, au bout de quelques années, le terrain me manquait, j'ai du coup écrit à des confrères sur plusieurs compétences, là où j'avais envie de m'installer, pour tâter un peu le terrain. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir 2 opportunités, dont celle que j'ai prise avec mon associé. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Mon associé cherchait à ce moment-là quelqu'un pour s'associer. Le feeling est passé tout de suite et ça s'est fait facilement. Ça devait être le bon moment. Dans ta profession, c'est courant d'attendre 10 ans, 15 ans pour s'associer ? Bon, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui cherchent à s'associer tout de suite, hein, mais non, dans mon entourage, j'ai quand même je connais pas mal de gens qui ont mis pas mal d'années à s'associer, parce que c'est soit par choix, soit aussi parce que c'est compliqué de s'associer et de trouver une étude. La question que je me pose est peut-être pas du tout justifiée, mais à voir. Dans le monde du travail de façon générale, ce que tu dis de prendre le temps, de pas forcément être mûr au début, de prendre son expérience, on le voit surtout sur les CV de femmes qui disent voilà, j'ai vraiment toutes les compétences avant d'arriver à être associée. Là où les statistiques sont là, hein, où les hommes avec 50% des compétences vont décider de postuler pour des postes pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ta profession qui pourrait se traduire par rapport au fait de devenir huissier ou pas du tout ? Alors, c'est vrai que dans les confrères et les consoeurs qui sont proches de moi, qui sont vraiment dans mon entourage, effectivement, je dirais que les femmes ont peut-être mis plus de temps à s'associer que les hommes. Alors, est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce qu'il y a vraiment une raison ? Je ne saurais pas vraiment le dire. J'ai fait une introduction sur le fait que moi, je ne t'appellerai pas maître, mais j'avoue ne pas savoir quand est-ce qu'on devient maître dans ta profession ? À quel moment tu prends le titre ? En fait, on devient maître à partir du moment où on est commissaire de justice, soit associé, soit salarié. Mais à partir du moment où on est nommé en tant que commissaire de justice. C'est-à-dire que même si on a l'examen, mais qu'on n'est pas nommé, qu'on est simple clerc, on ne se fera pas appeler maître. Nommé, c'est par le ministère de la Justice, hein, c'est ça ? C'est ça, par le garde des Sceaux. Et toi, tu l'as vécu comment la première fois qu'on t'a appelé maître ? Alors moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Je ne m'en cache pas dans les métiers juridiques, le fait de, je sais pas pourquoi, parce que je trouve que ça a une certaine classe. Puis pour moi, c'était un aboutissement. En fait, je saurais pas dire pourquoi, mais donc oui, moi, c'était une vraie satisfaction personnelle la première fois qu'on m'a appelé maître. Ça représente quoi pour toi d'être appelé maître ? Ça met en avant une certaine position, en fait, peut-être un certain respect, voilà, et une reconnaissance du parcours qu'on a eu pour arriver jusque-là, je sais pas. Alors après, il n'y a pas que dans notre profession, et puis voilà, pour certaines personnes, c'est un peu archaïque, un petit peu dépassé, mais ouais, moi, je trouve que c'est quelque chose d'honorifique, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ton parcours ? Alors, le plus compliqué, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand j'ai dû annoncer ma grossesse à mes patrons de l'époque, donc dans une grosse étude dans laquelle je venais d'arriver. Ça a été très mal pris. Ça s'est pas très bien passé. Et c'est quelque chose qui me reste un peu... c'est un peu un souvenir amer dans ma carrière. Tu te souviens de comment ça s'est passé ? Alors, c'était il y a longtemps, hein. Donc exactement non, mais en fait, j'étais arrivée dans cette étude depuis peu de temps. J'étais toujours dans la même ville, mais j'avais changé d'étude à ce moment-là. Donc vraiment, voilà, sans imaginer que en fait, j'étais enceinte. Donc je me suis posé la question à ce moment-là d'attendre pour le dire, hein, ce que en général les gens font, mais en me disant que si j'attendais, j'allais aller au-delà de ma période d'essai, et j'avais pas envie qu'ils se retrouvent coincés entre guillemets, qu'ils aient l'impression que je les ai piégés. Donc j'ai préféré leur dire en toute honnêteté rapidement, pour qu'ils puissent du coup anticiper la chose. Et en fait, ils l'ont très mal pris, et donc ils ont décidé de mettre fin à ma période d'essai. Comment ils l'ont expliqué ? Eh ben, assez factuellement, hein, c'est-à-dire que, voilà, ils avaient, ils étaient
5 associés, donc ils n'avaient pas tous forcément le même ressenti et le même discours, mais en tout cas ceux avec lesquels j'ai été le plus en contact, ce qui est ressorti, c'est que ça allait poser problème parce que j'allais être fatiguée, j'allais être sûrement arrêtée, j'allais être absente, moins investie dans mon travail. Et que voilà, donc ils m'ont même convoqué du coup pour qu'on en discute, pour me dire que du coup ils ne souhaitaient pas me garder, mais que par contre éventuellement je pourrais revenir après. Donc ils ont pleinement assumé leur décision. Ah, tout à fait. Enfin, ils ont été assez honnêtes, on va dire, sur le fait qu'ils voulaient pas me garder pour cette raison. Complètement illégal, on est d'accord. Tout à fait. Mais en période d'essai, c'est assez facile puisqu'il n'y a pas besoin de donner de motivation. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui de ne pas avoir attendu la fin de ta période d'essai ? Pas du tout. Pourquoi ? Alors, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est pas du tout. Parce que ça m'a permis, en fait, de voir comment ils étaient et de ne pas rester dans cette étude qui ne correspondait pas du tout à ma vision des choses. Et en plus, pour le coup, j'ai retrouvé du travail tout de suite après, en étant très honnête et en disant tout de suite que j'étais enceinte, parce que pour le coup, ça se voyait puisque j'avais terminé quand même ma période d'essai chez eux, parce que je voulais travailler jusqu'au dernier moment. Et du coup, j'ai travaillé jusqu'au bout, alors que eux n'ont pas réussi à me remplacer. Donc, j'ai trouvé que c'était assez drôle du coup, parce que finalement, ça s'est plutôt retourné contre eux et que moi, j'ai bien tenu le coup sur mon nouveau poste jusqu'au dernier moment. Et j'ai eu mon fils et je suis retournée travailler dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant mon accouchement et j'y suis restée plusieurs années. Donc, finalement, c'était très bien. Comment tu l'as vécu cette annonce ? Parce que tu m'as dit que c'était un des moments les plus durs pour toi. Je l'ai vécu comme une injustice, en fait, parce que même si avec le recul, je suis très contente que ça se soit passé comme ça, parce que voilà, la vie m'a montré que finalement c'était très bien que ça se soit passé comme ça. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était ultra injuste, et puis ça m'a dévalorisée entre guillemets, parce que du coup, on m'a fait passer pour quelqu'un qui finalement allait me servir de ça pour me mettre en arrêter. Alors que moi, pas du tout. Enfin, moi, j'adore ce que je fais et je voulais surtout pas m'arrêter de travailler. Donc, j'ai trouvé ça, injuste. T'as insisté après sur le fait que t'avais bien retrouvé du travail tout de suite, que t'étais bien allé au bout, que t'avais bien repris juste après ton congé mat. En quoi c'est important pour toi ? Je trouve qu'on associe trop dans notre société justement la maternité à quelque chose de négatif dans le monde du travail. Et pour moi, c'est une façon de montrer qu'en fait non, ça n'a pas un impact négatif. Alors oui, il y a certains cas bien entendu pour des raisons médicales, mais comme n'importe quoi en fait, comme n'importe quel salarié peut tomber malade à n'importe quel moment. Je trouve qu'on stigmatise trop la maternité et que du coup, forcément, on stigmatise les femmes par rapport à cette maternité dans le monde du travail. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté, tu es chef d'entreprise. Comment tu gérais ce genre de situation en sens inverse ? Alors forcément, oui. Sur le coup, que ce soit pour cette raison ou pour une autre, d'ailleurs, à chaque fois qu'un salarié vient me voir pour m'annoncer que il va partir ou qu'il va être absent pour telle et telle raison, à chaque fois en tant que chef d'entreprise, c'est un coup au moral, hein. Parce que c'est une problématique à gérer, faut pas se le cacher. C'est forcément on sait que ça va entre guillemets nous retomber dessus et qu'il va falloir trouver des solutions à un nouveau problème entre guillemets. Par contre, voilà, ça fait partie de la vie et bien évidemment que quand on recrute des femmes, on espère qu'elles soient épanouies dans leur vie privée. Et forcément, ça fait écho à mon histoire, à moi. Donc, j'ai pas envie de faire ressentir à quelqu'un ce qu'on m'a fait ressentir à moi, par contre. Donc ça, je l'ai toujours bien en tête et j'aurai toujours ça. Je ferai en sorte. Alors, ça ne m'est pas encore arrivé en tant que chef d'entreprise parce que je n'ai pas eu le cas, moi, dans mon entreprise. Mais par contre, j'ai déjà à plusieurs reprises embauché des femmes jeunes et ça m'a pas posé problème. Si demain ça devait arriver, tu préfères qu'elle te l'annonce avant ou après la fin de la période d'essai ? Alors, franchement, pour le coup, peu importe, parce que pour le coup, je ne ferai jamais ce qu'on m'a fait. Je ne prendrais pas cette décision si on m'annonçait ça avant la fin de la période d'essai. Donc, peu importe. Je te pose la question parce que tu as insisté tout à l'heure quand on parlait de ce qui t'est arrivé. Tu as insisté sur le fait que tu voulais pas
Je ne sais plus comment tu as phrasé ça, mais ça te parle. Je vois que ça te parle. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu peur que mes employés pensent que je les avais piégés. Exactement. Donc, tu me retournes la question. Exactement. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Peut-être que si on m'annonçait ça juste après la fin d'une période d'essai, j'aurais peut-être l'impression... Alors, du coup, ce serait un peu différent. C'est-à-dire, j'aurais pas l'impression qu'on m'a piégée. J'aurais l'impression qu'on m'a prise pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est-à-dire que je vais me dire qu'on a pensé que potentiellement, je pouvais faire ce qu'on m'a fait. Et que c'est pour ça qu'on me l'a pas dit à ce moment-là. Et ça, par contre... ça m'embêtera parce que ça veut dire que la personne que j'ai en face de moi, elle n'a pas compris qui j'étais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes confrères et consoeurs qui se confronteraient au sujet ou qui se poseraient la question sur le sujet ? Moi, j'ai envie de dire que de toute façon, quand on embauche un salarié, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est-à-dire que oui, alors une femme jeune, on va tout de suite penser à ça, on va se dire, tiens, elle va faire des enfants. Bon, moi, j'ai déjà eu une collaboratrice qui a été en arrêt pendant le temps d'un congé maternité, mais alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Donc en fait, on peut jamais préjuger de ce qui va se passer et c'est dommage du coup de alors qu'en plus pour le coup, ça veut dire que cette personne elle va être absente pendant un certain temps, mais pour quelque chose de super positif, en tout cas à mon sens, puisque moi la maternité par contre je l'ai vécue et je la vis toujours d'une façon hyper positive, c'est quelque chose de génial. Donc je me dis que ça va apporter à cette personne quelque chose d'hyper positif qui va peut-être avoir aussi derrière un impact positif sur son travail, parce que je pense que voilà, quand on a des enfants, on est hyper motivé, on a envie de travailler bien et vite pour pouvoir les retrouver et être bien dans ses baskets et être bien dans son job. Moi, je leur conseillerais de voir le côté positif de la chose et de se dire que de toute façon, voilà, c'est un cas de figure qui peut arriver avec n'importe quel salarié, même avec un homme à qui il arriverait quelque chose. Tu as 2 enfants qui ont 7 ans d'écart, donc il y a quand même un sacré écart entre les deux. Ce qui fait que quand tu as eu le premier et le deuxième, tu n'étais pas au même niveau de ton parcours professionnel. Alors effectivement, quand j'ai eu mes enfants, c'était 2 époques complètement différentes pour moi. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai eu mon fils, c'était un choix, mais c'était un peu compliqué pour moi de me positionner. J'avais pas de perspective de devenir associée à ce moment-là, mais c'est vrai que forcément on se pose aussi la question, puisque moi c'était vraiment ce que je voulais, donc on se pose la question de est-ce que ça va m'empêcher après de m'installer. Bon, ça a été finalement un concours de circonstances qui a fait que ça m'a fait changer de domaine. Quand j'ai eu ma fille, c'était complètement différent, puisque pour le coup j'étais déjà huissier salarié et j'avais déjà le projet avec mon associé de racheter l'étude. Donc la donne était complètement différente. C'était de nouveau un stress parce que je ne savais pas comment mon associé allait le prendre, comment j'allais pouvoir gérer en fait cette nouvelle maternité avec une entreprise à gérer en même temps. Bon, on va dire que voilà, les choses se sont faites avec un timing que j'avais pas vraiment anticipé, et du coup tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu ma fille au moment où mon arrêté est tombé, où je me suis associée, en même temps que le Covid, etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais finalement, je l'ai beaucoup mieux vécu que pour mon fils, parce que même si ça a été difficile, j'ai pas pu m'arrêter de travailler. Et c'était finalement un choix que moi j'avais à assumer et que j'ai assumé, et je n'avais pas de compte à rendre, on va dire, à part à mon associé avec lequel ça s'est très bien passé. Juste dans ce que tu dis, c'est que le premier enfant, finalement, t'a fait sortir de la profession, et le deuxième t'a fait rester parce que t'étais déjà associée, en fait. Oui, c'est vrai. Un peu, on peut le voir comme ça. Non, mais pour bien comprendre, alors que finalement, on pourrait se dire, le deuxième, tu l'as eu, t'as pas eu de congé maternité, t'as dû gérer. Après, comme tu dis, t'as eu un associé qui était plutôt soutien. Oui, tout à fait. Est-ce que ce qui a joué, j'imagine, dans le... Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est moi aussi qui, effectivement, ai dû assumer. C'est-à-dire que pour le coup, il a fallu que je continue à travailler comme si j'étais pas enceinte, finalement. C'est-à-dire qu'un salarié aurait été arrêté et ce serait... il n'y aurait pas eu de discussion. Moi, c'est vrai que, voilà, on va dire que le deal, c'est que de toute façon, il fallait que je continue à travailler. Donc, on est une profession dans laquelle notre particularité, c'est qu'on ne peut pas se faire remplacer une fois qu'on est nommé. On est nommé en notre nom personnel.
Donc, moi, de toute façon, vis-à-vis de mon associé, il était inconcevable que je le laisse tout gérer tout seul. Donc, de toute façon, c'était à moi d'assumer. Et c'est là où je dis que finalement, c'était plus facile parce que c'était ma décision et que c'était à moi d'en assumer les conséquences. Tu as parlé de ta première expérience, donc quand la première fois que tu étais enceinte, où finalement ça n'a pas forcément été très bien pris par ton employeur. J'imagine que d'annoncer le fait d'être enceinte n'a pas forcément été une évidence. Comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à ton associé ? Alors avec mon associé, c'est vrai que ça a été un peu de stress, parce que en plus, comme je l'ai expliqué, c'est tombé vraiment sur un timing un peu compliqué, puisque c'est arrivé au moment où finalement je suis devenue associée alors qu'on s'y attendait plus. Enfin, c'était un peu particulier. Pour le coup, du coup, j'ai été dans l'obligation, on va dire, de lui annoncer pile à ce moment-là. Mais ça s'est très bien passé. On s'entend très bien et il l'a très bien pris. Et comme il m'a dit, il savait que de toute façon, j'allais pas quitter le navire et qu'on allait s'arranger et du coup, il était très, très content. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Tu disais qu'avec ton associé, il y avait eu alors t'as pas utilisé le mot fit, mais en tout cas, il y avait eu une entente rapide. Comment t'expliques que ça t'a stressé de lui annoncer que t'étais enceinte ? Parce qu'en fait, alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est parce que notre société est faite comme ça ? Mais je trouve qu'on associe toujours la maternité à des complications. On va pas dire des choses négatives, mais plus des complications. On va toujours se dire que ça va être problématique parce que peut-être qu'on va être obligé de s'arrêter de travailler pendant longtemps, qu'on va avoir des soucis de santé, qu'on va plus être disponible. Pour moi, c'est vraiment associé à ça, en fait. Et du coup, j'avais forcément peur que mon associé le voit comme ça et le prenne comme ça et se dise, elle a voulu s'associer et puis finalement, elle va pas être dispo, elle va me laisser gérer tout seul. J'avais un peu peur qu'il pense ça. Alors, peut-être aussi que ça avait été exacerbé par ma première expérience. Du coup, j'avais ce stress-là qui est ressorti à ce moment-là. Tu parles de disponibilité. Comment tu gères cette perte de disponibilité, en tout cas avec 2 enfants en étant chef d'entreprise ? Alors, c'est pas tous les jours simple, je vais pas me cacher. Ça se gère très bien. Alors, je pense que forcément, on a une charge mentale en tant que chef d'entreprise, pour moi, qui est quand même plus importante. Donc, du coup, elle se rajoute à celle qu'on a déjà avec des enfants, qui se rajoute quand on a un deuxième enfant, etc. Par contre, on va pas se cacher non plus qu'être chef d'entreprise, ça permet aussi d'adapter son emploi du temps, de pouvoir travailler le week-end ou le soir, pendant les vacances, quand on n'a pas pu être plus disponible avant. C'est une organisation qui est complètement différente et c'est pour ça que je disais que moi, elle me convient mieux parce qu'effectivement, elle me permet de gérer peut-être plus facilement ma vie personnelle, même si effectivement, parfois, à l'inverse, j'ai des contraintes que n'aurait pas un salarié et qui font que je dois jongler et me débrouiller pour arriver à tout concilier. Et c'est pas tous les jours évident. Tu parles beaucoup de charge mentale. D'abord professionnelle. Tu l'as cité plusieurs fois dans tes réponses. Là, personnelle, parce que je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu cites autant la charge mentale ? Alors, peut-être déjà parce que c'est quand même quelque chose qui est très à la mode, dont on parle beaucoup, sur le plan souvent purement personnel. Et parce que moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, effectivement, que professionnellement, ça s'était rajouté à la charge mentale que j'ai personnellement. Mais parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on est... alors déjà, de la charge mentale professionnelle, on en a toujours, parce qu'on a toujours des choses en tête, des choses à gérer, etc., pour n'importe qui fait n'importe quel métier. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, en tant que chef d'entreprise, pour moi, elle est encore plus importante parce qu'on a beaucoup de choses à gérer... qui sont très très diversifiés. Ça va être de l'administratif, de la fourniture, du social, ça va être tout et n'importe quoi un peu qui va se rajouter. Et on a toujours beaucoup de choses en tête et beaucoup de petites choses à gérer. Et c'est vrai que je trouve que du coup, on a le cerveau qui est bien occupé. D'autant plus que, comme j'expliquais, la particularité aussi de notre métier, c'est qu'on a une double casquette parce que finalement, quand on devient associé, on devient chef d'entreprise, mais on reste huissier. Donc, on continue à gérer des dossiers. On continue à faire de l'exécution sur le terrain puisque nos salariés ne peuvent pas le faire. Donc du coup, on est quand même multitâche, en fait. On garde notre part un peu de salarié tout en ayant la casquette de chef d'entreprise. Comment tu jongles avec cette charge mentale ? Déjà, je cloisonne entre les différentes tâches que j'ai à faire au travail et celles que j'ai à faire à la maison.
Après, c'est pour ça que je disais qu'il faut quand même avoir de l'énergie quand on est chef d'entreprise, parce que forcément, gérer cette charge mentale, c'est énergivore. Forcément, on est un peu sur tous les fronts et on a un peu la tête très, très pleine toute la journée. C'est fatigant. Voilà, moi, je trouve que ça se gère, ça s'apprend, je pense aussi. Mais ça se gère très bien, même si on est parfois très fatigué. Comment ça se passe avec ton associé en termes de prise de décision, en termes de gestion? Comment est-ce que vous gérez tous les deux avec ton associé? Alors avec mon associé, nous on est associés à part égale. On s'entend très bien, ce qui fait qu'on prend en général toutes les décisions ensemble. On passe beaucoup de temps à se poser des questions, à s'interroger et à discuter ensemble. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet qui serait traité plus par l'un que par l'autre. Alors si sur certaines choses, il va bien gérer tout ce qui est informatique, etc. Donc il va plus s'occuper de cette partie-là. Et moi, d'autres parties qui sont plus mon domaine. Mais on discute beaucoup et on prend généralement les décisions ensemble. Tout comme on a une répartition du travail qui est très égalitaire, c'est-à-dire qu'on fait exactement les mêmes choses. Il y a des études dans lesquelles certains associés vont faire certaines tâches sur le terrain, d'autres certaines tâches parce qu'ils préfèrent. Nous, on fait vraiment tout le temps la même chose. On se partage autant le travail que les décisions à part égale. C'était important pour toi, ce partage à part égale? Oui, très. En quoi? C'était important parce que déjà, je pense que pour que ça se passe bien, il faut que chacun ait autant son mot à dire. Il faut de la communication. C'est important parce que moi, je ne me voyais pas être chef d'entreprise en n'ayant pas de pouvoir de décision. Vraiment. Donc pour moi, c'était important qu'on soit sur un pied d'égalité. Ça représente quoi d'avoir ce pouvoir de décision pour toi? Ça représente le fait de pouvoir mener son entreprise comme on l'entend. Pour moi, si on est chef d'entreprise, c'est parce qu'on a décidé de gérer sa propre structure, de prendre ses propres décisions, d'essayer d'amener l'entreprise là où on veut l'amener. Et si on n'a pas ce pouvoir de décision, ça enlève quand même beaucoup d'intérêt à la fonction. Si tu devais donner un conseil à la personne que tu étais avant de devenir vice-associée, ce serait quoi? Je lui dirais de le faire, absolument, et de persévérer dans ce que j'avais envie de faire, parce que effectivement, je me suis pas trompée. Je pense, comme je disais tout à l'heure, que je suis à la place à laquelle j'avais envie d'être, et que même si c'est fatigant et même si c'est prenant, c'est un super challenge. Qu'est-ce que tu souhaites pour les générations de femmes associées à venir? Alors moi, je souhaite déjà en premier lieu peut-être qu'il y en ait plus, parce que je pense que les femmes sont pas assez représentées dans les postes de direction ou en tant que chef d'entreprise. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense quand même qu'on est minoritaire. Et je souhaite surtout qu'elles se sentent toutes à leur place, parce que je pense que c'est pas forcément toujours le cas. Comme je l'ai dit au début, c'est parfois difficile d'arriver à se positionner et de se sentir à sa place. Et donc, je souhaite vraiment qu'à l'avenir, elles se sentent toutes à leur place. Il y a des situations dans lesquelles tu t'es pas sentie à ta place? Oui. Alors oui, on m'a déjà fait sentir que j'étais pas forcément... Alors, une anecdote que je donne souvent, mais moi, quand j'ai commencé à travailler, quand je me présentais sur le terrain, c'était récurrent qu'on me demande parce qu'une femme, elle peut faire ça comme métier. Et ça m'a toujours interloqué les gens étaient vraiment surpris. Et je pense, même si on me fait moins la réflexion aujourd'hui, que c'est toujours le cas. Il y a des gens, et d'ailleurs des fois on me demande quand j'ai des rendez-vous, mais c'est vous? Oui. Parce que je pense qu'effectivement, il y a des gens qui s'imaginent pas qu'une femme, elle peut être à ma place. Ou une autre anecdote qu'on m'a faite il y a pas longtemps, on m'a demandé, j'avais rendez-vous avec un homme, qui m'a demandé qui étaient les grands associés de mon cabinet. Ce à quoi je lui ai répondu que c'était pas parce que j'étais une femme et peut-être un peu trop jeune à ses yeux que je n'étais pas associée à égalité avec les autres associés du cabinet. Mais voilà, pour lui, c'était forcément, il y avait quelqu'un d'autre au-dessus de moi. Qu'est-ce que tu souhaites aux générations d'hommes associés à venir? Alors moi, je leur souhaite de s'associer avec des femmes, parce que alors même si ça a bien évolué, il y a quand même encore beaucoup d'études où il y a que des hommes associés. Et moi, je trouve ça vraiment dommage, parce que pour le coup, je pense qu'on peut s'apporter des choses mutuellement, je pense qu'on n'est pas à égalité sur tout. C'est-à-dire qu'on a parfois, nous, en tant que femmes, des choses à apporter dans certaines situations, et les hommes de la même manière. Et je trouve que c'est bien d'être des deux sexes pour être associés dans ce type d'entreprise. Donc, je leur souhaite de s'associer avec des femmes.
À quoi tu penses quand tu dis que vous avez des choses à apporter, eux aussi ? Je sais pas, après c'est peut-être un peu restrictif de dire ça, mais je pense que par exemple, en tant que femme, il y a certaines situations où finalement ça peut être plus facile d'exercer notre métier. Ça nous arrive d'être face à des femmes qui ont vécu des choses compliquées avec des hommes et qui finalement, parce qu'on exécute n'importe quoi comme type de décision de justice, et parfois il y a des problématiques qui font que c'est plus facile en tant que femme, je pense. Puis après, dans l'inverse, c'est vrai aussi. Je pense que c'est parfois plus facile dans certaines situations que ce soit un homme. Selon toi, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans la société pour arriver à une égalité de pouvoir ? Les mentalités. Pour moi, il faut absolument qu'elles évoluent pour qu'on puisse arriver à une égalité de pouvoir, parce qu'on a encore trop de gens qui pensent que le pouvoir ne peut être exercé que par des hommes, ou alors que le pouvoir ne peut pas être exercé de la même manière par les hommes et par les femmes. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur les mentalités, je pense. Et à quoi tu penses quand tu parles de mentalité ? La façon de voir les choses, peut-être les stéréotypes en fait qu'on a dans notre société, que beaucoup de gens ont. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes qui sont pas forcément fondés et qui font beaucoup de mal sur ce sujet. Selon toi, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer ces stéréotypes ? Ça, c'est une grande question. Peut-être avec le genre de travail que tu es en train de faire, par exemple, qui va peut-être permettre aux gens de s'interroger sur la question et d'y réfléchir, en fait. Parce que je pense qu'on est enfermé dans des stéréotypes et dans une société qui est formatée, et en fait, on se pose peut-être pas assez de questions, on réfléchit pas assez sur ces sujets, et du coup, ils ont du mal à évoluer. Ce serait quoi les questions que tu aimerais que la société se pose ? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'égalité, comme j'expliquais tout à l'heure, sur pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes au pouvoir, pourquoi on a encore des idées très fermées sur certaines professions, certaines fonctions qui, pour beaucoup de gens, peuvent être exercées que par des hommes, ce genre de questions. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants sur ce sujet ? Ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est que chacun doit pouvoir faire ce qu'il a envie de faire et ne pas s'arrêter à cause justement de stéréotypes ou de barrières qu'on va se mettre parce qu'on est dans cette société, en fait. Moi, je voudrais que mes enfants, que ce soit mon fils ou ma fille, ils puissent réaliser ce qu'ils ont vraiment envie de faire sans se poser la question de parce que je suis plus pour ma fille, parce que je suis une femme, je ne peux pas faire ça, par exemple. J'espère que d'ici qu'elle grandisse, parce qu'elle est encore toute petite, les mentalités auront évolué et qu'elle se mettra pas de barrière, qu'elle se posera pas peut-être les questions que moi je me suis posées. Et pour ton fils ? J'aimerais qu'il grandisse avec une idée des femmes qui soit peut-être différente de celles qui ont eu les générations masculines avant, et que pour lui l'égalité ce soit une évidence, en fait. Ça changerait quoi pour lui si l'égalité était une évidence ? Pour mon fils, ça changerait peut-être la façon dont il pourra se positionner plus tard vis-à-vis des femmes, en fait. Sa vision de l'égalité, sa vision de l'exercice peut-être du pouvoir, et pareil, qu'il n'ait pas les mêmes problématiques et les mêmes questions à se poser que celles qu'on peut se poser aujourd'hui. Merci. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.